Alors, il faut comprendre que l'Internet, quand on parle d'Internet, ce n'est pas disons, les antennes que vous voyez là. Okay. Ça, c'est une partie du réseau Internet. Okay. Alors, la première des choses, c'est que l'Internet, c'est des câbles sous-marins qui sont tirés à partir de la mer pour entrer dans des pays. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal et Serine Maud Sal. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Chaque semaine, je reçois des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour apprendre de leur côté, pour décortiquer leurs échecs, leurs réussites, afin de développer notre potentiel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle d'influence mon cher ami Makhtar Sy, manager général de Slamtech Group. Makhtar, bienvenue au cercle. Alors, bienvenue. Merci beaucoup déjà. Merci pour l'invitation et surtout pour l'intérêt porté à ma personne. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce jour ici pour discuter, pour parler. D'accord. Et on est là pour ça. Si, on est là pour avoir la conversation. Moi, je suis là pour apprendre. C'est toi mon professeur aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours, surtout pour les gens qui nous écoutent? Alors, moi, c'est Makhtar Sy. Donc, déjà, je suis sénégalais, même si des fois, les gens pensent que je suis béninois ou autre chose. Mais je suis sénégalais, rassurez-vous. Alors, je suis un jeune Sénégalais, donc je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar comme tout jeune Sénégalais. Alors, j'ai fait mes parcours ici à Dakar, 100% sénégalais, d'accord, j'ai fait l'école sénégalaise. Je n'ai jamais quand même voyagé pour aller apprendre, d'accord, mais j'ai beaucoup appris tout en étant au Sénégal, dans d'autres universités. Alors, je suis, directeur général de la société Selam Technology Group, que je dirige depuis maintenant 5 ans. Donc, qui est en fait une société qui est dans la distribution de solutions informatiques dans la zone Est-Afrique francophone. Aujourd'hui, nous nous positionnons pas comme étant leader de notre domaine, mais nous ambitionnons d'être leader de notre domaine. Alors, aujourd'hui, moi, après mon cursus, le bac, j'ai fait ESMT, c'est-à-dire l'École supérieure multinationale de télécommunications, où j'ai eu, mon diplôme de technicien et aussi mon master en télécommunications. Alors après ça, j'ai quand même navigué un peu dans le monde professionnel, dans une société ici à Dakar, en tant que, responsable produit, produit dans le domaine des télécommunications. Après 2 ans, j'ai quand même... Pendant les 2 ans, de ma vie professionnelle, j'apprenais, je faisais aussi mon master en management des entreprises. Après ces 2 ans-là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en reprenant une société familiale, où j'ai quand même apporté ma pierre à l'édifice, tout en le diversifiant dans d'autres domaines, donc qui est en fait en réalité la distribution des solutions informatiques en Afrique de l'Ouest francophone. Voilà, en grosso modo, voilà, donc disons que c'est ça. Super, j'ai du parcours, j'ai du parcours pour un jeune. Donc vous parliez, tout à l'heure, tu parlais des solutions innovantes que vous proposez. Est-ce que tu peux revenir en détail sur ces solutions et quel est en fait ton sentiment par rapport au secteur informatique, distribution, réseau au Sénégal? Quel est votre diagnostic de la situation en tant que tel? Alors déjà, pour donner une meilleure compréhension des solutions que nous faisons, c'est en fait des solutions de communication unifiée. Donc pour faire simple, mais pour plus détailler, donc ce sont des solutions en fait qui permettent à une société, à un client, c'est-à-dire nous sommes dans tout ce qui est B2B, donc à nos clients entreprises de pouvoir échanger de par la voix, c'est-à-dire la téléphonie, et de pouvoir échanger de par la vidéo, c'est-à-dire la vidéoconférence. D'accord, pour faire simple. Et aussi, nous faisons tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire la sécurité visuelle, la sécurité d'accès et la sécurité informatique. D'accord, tout en leur permettant d'échanger, nous leur mettons en place des solutions qui sont accompagnées de la sécurité qu'il faut pour permettre quand même de garantir la confidentialité des informations échangées. Alors, par rapport au monde, des télécommunications, au réseau informatique au Sénégal, je pense quand même que si on essaie un peu de comparer à d'autres pays
en Afrique de l'Ouest francophone. Je pense quand même que le Sénégal se positionne aujourd'hui, disons, premier ou deuxième pays derrière la Côte d'Ivoire en termes de technologie. D'accord. Déjà, il faut prendre en termes d'infrastructure. Le Sénégal est très bien avancé parce qu'aujourd'hui, en termes de connectivité, nous avons les câbles sous-marins, d'accord. Je pense que nous avons 4 ou 3 câbles sous-marins et nous avons la plus récente qui s'appelle le câble sous-marin ACE, qui permet au Sénégal de se doter d'une connectivité, d'une très bonne connectivité en fait, en termes d'Internet. Alors, ça c'est... Maintenant, par rapport à la couverture de l'Internet, c'est là où il y a des défis quand même à apporter. Et je pense même que c'est un peu l'ambition c'est un peu, disons, la raison qui a permis à l'État du Sénégal à donner des licences MVNO à des sociétés qui sont là de la place. Donc, je ne vais pas en citer. Ça veut dire quoi, MVNO? C'est en fait, ce sont de sous-opérateurs, d'accord, qui sont capables de donner, en fait, de l'Internet, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux citer Orange, qui est leader du domaine, ils donnent l'Internet, d'accord, mais ils ne sont pas capables, entre guillemets, de couvrir tout le territoire. Donc, du coup, il faut donner la licence à d'autres opérateurs qui auront pour mission d'aller dans ces territoires-là pour couvrir ces territoires qui ne sont pas encore couverts par les opérateurs historiques. D'accord, ça c'est un. Et deuxièmement aussi, ces MVNO apportent aussi, en plus de la couverture, disons que de permettre en fait une meilleure accessibilité en termes de coût à l'Internet en fait. D'accord, ils sont moins chers, d'accord. Mais bon, après, il y a d'autres, disons, discussions sur la qualité, mais en tout cas, ils sont moins chers et ils permettent de couvrir tout le territoire. Okay. Donc aujourd'hui, en grosso modo, disons que le Sénégal a une infrastructure acceptable, la couverture, elle est là. Maintenant, disons, le problème, c'est plutôt vers l'accessibilité, en fait, en termes de coût. L'Internet sénégalais est encore beaucoup plus cher par rapport à d'autres pays. Et je pense que c'est là où on doit quand même travailler pour permettre aux Sénégalais d'avoir l'Internet de qualité et à moins de coût. Et sur quel facteur on peut jouer pour diminuer, en fait, le coût tout en ayant une bonne qualité de service? Alors, d'après vous, quoi. Oui, la qualité est là, d'accord. Maintenant, bon, après, disons, c'est une discussion du point de vue étatique, c'est-à-dire de permettre aujourd'hui aux entreprises qui sont dans ce domaine de pouvoir avoir une fiscalité moindre, d'accord, de pouvoir aussi, disons, en termes de services aussi, offrir aux clients des services qui vont leur permettre de tirer plus de bénéfices, disons, un retour investissement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se limiter à l'Internet, à donner l'Internet. Il faut, en plus de l'Internet, donner des services, d'accord, voilà, aux clients pour quand même que ça soit plus rentable disons, aux entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs l'ont compris et ils sont en train de se diversifier. Raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez d'autres services qui sont donnés par Orange, par Tigo ou par Expresso en fait. Voilà. Okay. Donc la concurrence, quoi. Genre, permettre à plusieurs parties prenantes de se mettre dans la concurrence pour que derrière le client puisse gagner avec un coût un petit peu moins cher. Dans tous les domaines, en tout cas, la concurrence est quand même un facteur qui bénéficie toujours aux clients. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, l'ouverture de ce marché-là n'est que bénéfique pour nous, les clients finaux. En fait. Super. Tout à l'heure, tu parlais de câbles marins. Donc, pour un vieux qui ne sait pas comment l'Internet marche, est-ce que tu peux nous définir un petit peu le processus? Genre, les câbles marins, ça connecte à partir de où jusqu'à où? Comment, genre, de manière schématisée, comment l'Internet marche? Alors, c'est intéressant, hein? Ça montre juste la passion de ce domaine-là. Alors, il faut comprendre que l'Internet, quand on parle d'Internet, ce n'est pas disons, les antennes que vous voyez là. Okay. Ça, c'est une partie du réseau Internet. Okay. Alors, la première des choses, c'est que l'Internet, c'est des câbles sous-marins qui sont tirés à partir de la mer pour entrer dans des pays. Okay. Alors, ces câbles-là n'appartiennent pas à Orange ou à Tigo ou à qui que ce soit. Ce sont des câbles qui appartiennent à des consortiums, en fait. Oh. C'est des investisseurs, c'est des pays, c'est des opérateurs qui se regroupent pour financer un câble sous-marin. Parce que c'est des projets à coût de milliards qui sont très lourds pour juste un pays. Donc, raison pour laquelle beaucoup de pays se regroupent pour le faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce sont aussi des câbles qui traversent beaucoup de pays, en fait. Okay. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez avoir un câble qui quitte la France, venir au Sénégal, quitter le Sénégal, Côte d'Ivoire,
Côte d'Ivoire, et prendre tout le long, en fait, disons, des côtes marines, en fait. Parce qu'il faut comprendre que les pays qui sont à l'intérieur, par exemple, de l'Afrique, par exemple, si je prends le cas du Mali, ils n'ont pas de câble sous-marin. Ah bon, ok. Oui, parce qu'ils n'ont pas de mer. Ils n'ont pas de mer, d'accord. C'est logique, ouais. Voilà, donc tous les pays qui ont une bordure marine peuvent bénéficier d'un câble sous-marin. D'accord. Donc ces consortiums, c'est des consortiums, genre, bon, je prends un exemple simple, hein. Okay. Ça peut être au Sénégal, si on prend l'opérateur historique, c'est Orange, qui s'associe à d'autres investisseurs, à d'autres opérateurs, et ils vont tirer le câble. Le câble arrive au niveau d'un pays. Chaque pays a un atterrissage de câble. Si vous prenez aujourd'hui le câble sous-marin ACE au Sénégal, le câble atterrit au niveau de Ouakam, en fait. Oh, d'accord. Okay. Vous avez là-bas ce qu'on appelle un NOC. D'accord. Bon, la définition, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un NOC, c'est un centre où vous avez le câble sous-marin qui est là. Okay. Alors, après, sur le câble sous-marin, il faut comprendre qu'il y a une capacité en termes de débit. Par exemple, aujourd'hui, si toi, tu achètes de l'Internet, tu as un débit. On te dit, par exemple, tu as 1 giga. Là-bas, on parle de terabits. D'accord. C'est de grands débits donc, qui arrivent au niveau du pays et qui sont vendus ou bien loués à des banques, à des opérateurs. Par exemple, Tigo peut aller là-bas, acheter ou louer une capacité qu'il va revendre en détail. Okay. En réalité, les opérateurs ne sont que des détaillants en fait, d'Internet en fait. Okay. Donc ils achètent en grande capacité qu'ils redistribuent via le GSM. Par exemple, on te dit écoute, tu as une puce, tu peux avoir l'Internet. Via la fibre optique, on te dit tu as une maison, on peut te donner de l'Internet. Donc du coup, tout cet Internet-là vient de ces câbles sous-marins en fait. Donc aujourd'hui, c'est là où le Sénégal a réellement une chance d'avoir une bordure marine, d'accord, je pense que nous avons quand même côte, donc qui permet aujourd'hui au Sénégal d'avoir, je pense, nous sommes à 4 câbles sous-marins. Je pense que le premier c'est le SAT-3, d'accord, qui est au niveau de Médina, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, le dernier c'est ACE et c'est le plus performant en termes de débit et aussi en termes de technologie en fait. Voilà, en grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le réseau qui est à l'intérieur du pays, vous avez le réseau GSM, le réseau fixe, le fibre optique, d'autres réseaux qui permettent d'avoir Internet, mais tout cet Internet-là est pris à partir des câbles sous-marins. Okay. Il y a aussi d'autres sources d'Internet, en fait, de provenance de l'Internet. C'est le satellite, en fait. Mais c'est de moins en moins utilisé parce que c'est coûteux, c'est cher. Et je pense que depuis qu'on a Orange ou Sonatel, on n'a qu'une seule station, d'accord, qui est au niveau de Gandour et je pense qu'elle a été démontée. Donc aujourd'hui, le Sénégal prend tout son Internet à partir du câble sous-marin. Wow. C'est intéressant. Oh, donc il y a tout un travail derrière qui nous permet d'avoir l'Internet. Bien sûr. C'est extraordinaire. Maintenant, les câbles marins, le consortium, les parties prenantes qui investissent en fait dans ces câbles-là, comment ils réussissent à avoir un retour sur investissement? Est-ce que c'est l'État qui paye ou c'est l'opérateur historique? Quel est le modèle économique des différentes parties prenantes? C'est les clients, par exemple, aujourd'hui, parce que bon, si tu pars au niveau de Ouakam, je ne suis pas son atelier, d'accord, mais quand même, je pense que j'ai même fait un stage là-bas. Donc, quand vous partez là-bas, ils vendent la capacité. Je vous ai dit que le câble atterrit sur plusieurs pays. Ce n'est pas juste au niveau du Sénégal. On ne va pas juste tirer un câble pour juste le Sénégal. Ça n'existe pas, d'accord? On va tirer le câble pour plusieurs pays. Donc, dans chaque pays, vous avez des clients. Les premiers clients, c'est les opérateurs. Qui vont louer une capacité. Ils ne vont pas l'acheter définitivement. Ils vont le louer. Ils vont revendre cette capacité, en fait. D'accord? Toi, tu vas acheter de l'Internet chez Tigo, tu payes. Et eux, ils vont payer après, derrière, la capacité qu'ils ont louée. Ils vont se faire une marge. Voilà. D'accord? C'est comme ça que ça marche. ADIE va aller acheter aussi de la capacité. Les banques, les sociétés qui ont besoin quand même de grands débits, ils peuvent aller acheter de la capacité au niveau de ces consortiums, en fait. D'accord? Donc, c'est des capacités, c'est un câble qui est là, qui a une capacité, chacun loue en fonction de ses besoins. Super. Voilà. Donc, tout à l'heure, en offre, quand on parlait, vous me disiez que votre père était un ingénieur en câble marin.
Donc, au Sénégal, est-ce qu'il y a un centre de formation pour les jeunes qui aimeraient s'intéresser davantage dans ce domaine? Et si la réponse est non, comment on peut aider les jeunes à se former dessus? Au Sénégal, est-ce qu'il y a des pratiques ou il y a des programmes qui se font dans le cadre de l'ingénierie marine côté télécommunications? Quel est votre sentiment de la situation? Alors déjà, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles comme l'ESMT, École supérieure multinationale des télécommunications, où on t'apprend les télécommunications pures et dures. Donc, tu vas apprendre là-bas les câbles à fibre optique, d'accord? On va t'apprendre tout ce qui est, disons, câbles sous-marins. Mais aujourd'hui, pour l'approfondissement, c'est-à-dire aller avoir des compétences dans la matière, c'est-à-dire comment tirer un câble, tout ça. Donc là, c'est plutôt pratique. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance, quand j'ai été à Sonatel, durant mon stage, de voir, d'accord, tout ce que j'apprenais à l'école. D'accord? Donc, c'était pas que de la théorie. C'était plutôt pratique. Donc, tu pars là-bas, tu vois le câble, on t'explique tout ce que ça fait, le débit, tout ça. Donc, oui, il y en a, d'accord? On peut dire pour la partie théorie ou semi-pratique, tu peux avoir les écoles comme ESMT. Mais pour la partie pratique, si tu as la chance, tu peux entrer à Sonatel ou bien dans d'autres opérateurs qui ont des câbles, là où tu peux apprendre en fait. Au-delà de ça, c'est des certifications que tu peux faire à l'extérieur du pays, surtout en France, où on a le leader du monde, c'est le leader mondial en termes de câbles sous-marins, qui est Alcatel, où vous avez des centres de formation. Super. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de l'une de vos solutions innovantes que vous fournissez aux entreprises? Par exemple, j'imagine qu'il y a une partie hardware, il y a une partie software. Donc, comment ça se passe le processus? Une entreprise vous sollicite en expérimentant un besoin, après vous faites l'étude derrière et comment ça marche en processus? Alors, chez nous, il y a une grande partie de conception, c'est-à-dire de réflexion, et il y a aussi une autre partie aussi assez importante de pratique, c'est-à-dire d'installation en fait technique. Donc, du coup, chez nous, nos solutions, par exemple, si je prends la vidéoconférence, bon, je pense que quand même, durant la Covid, vous avez remarqué que personne ne pouvait voyager. D'accord? On ne peut plus se permettre de se déplacer pour juste aller faire une réunion. Donc, il fallait avoir des moyens, des méthodes rapides pour faire la réunion, tout en étant safe, en fait. Donc, du coup, c'est là où, quand même, il y a eu, disons, une ascension fulgurante de la vidéoconférence. Donc, nous, on était dans le domaine. D'accord? On vendait des solutions. Mais bon, après, c'était timidement, mais la Covid quand même nous a permis de booster nos ventes à plus de 100%, d'accord, durant toute la période Covid. Donc ici, je pense qu'au Sénégal, plusieurs entreprises, c'est nous qui avons doté une solution de vidéoconférence. Donc c'est un hardware, d'accord, qui est là, qui est installé dans une salle, qui permet à plusieurs personnes de se regrouper dans la salle et de faire une vidéoconférence. Je suis sûr que vous connaissez Zoom, vous connaissez Teams, vous connaissez toutes les solutions de vidéoconférence, mais vous l'utilisez à titre individuel en fait. Vous êtes là devant votre machine, mais imaginons qu'il y a 15 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui doivent dans la même salle, assister à une vidéoconférence. Ce n'est pas avec votre laptop qu'on va faire la vidéoconférence. C'est sûr. D'accord? Parce que la caméra ne va pas prendre les 100 personnes. Donc nous, on vous met pas une grande caméra, mais une caméra professionnelle, adaptée, des haut-parleurs. Quand quelqu'un parle, on vous entend tous. Aussi, le haut-parleur, c'est-à-dire que quand, je veux dire le micro, quand vous êtes à 10 mètres, 50 mètres, vous parlez, on vous entend. Vous n'avez pas besoin d'avoir un micro. Vous parlez juste, la personne qui est distante vous entend. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, je pense que je vais quand même citer un de nos clients, l'INPG, qui est une école de l'Institut, voilà, qu'ils avaient un problème. C'est-à-dire, le problème, c'était d'assurer la continuité des cours durant la période Covid. Donc, on leur a permis de mettre quand même une solution de téléenseignement qui permet au professeur qui est en France de pouvoir dispenser aux étudiants le cours en masse
sans que, voilà, qu'il y ait une perturbation, en fait. D'accord? Comme s'ils étaient dans un environnement réel, en fait. Donc, c'est ça que nous faisons, en fait. Donc, il y a une base software, c'est-à-dire le logiciel de vidéoconférence qui peut être Teams, Zoom, tout ce que vous voulez. Et le hardware qui vient mettre, disons, la vidéoconférence à grande échelle, à l'échelle de la salle. Super, super. L'autre domaine, c'est la gestion des données. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook, avec Edward Snowden. Le fait qu'en fait, les GAFA utilisent nos données personnelles pour nous traquer, pour nous proposer des produits, ainsi de suite. Donc vous, dans votre solution, vous faites aussi de la sécurité informatique? Oui, alors nous faisons la sécurité informatique, mais disons à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire de tout faire, de mettre les solutions qu'il faut pour que l'entreprise, qu'on ne puisse pas voler ou écouter ou espionner l'entreprise, les informations de l'entreprise en fait, d'accord? Ça peut être des pare-feux, ça peut être, voilà, en tout cas tout faire pour quand même qu'il n'y ait pas d'intrusion en fait, quel que soit le type. Okay. Alors, par contre, si vous me parlez de fuite de données, oui, ça, je peux répondre peut-être à cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, avec le cas Snowden, vous savez, jusqu'à présent, l'État du Sénégal continue d'héberger ces données à l'extérieur du pays. Parce qu'on n'a pas de serveur au Sénégal. Oui, là, on l'a récemment. On a le data center de Diamniadio. Diamniadio, mais c'est récent. C'est récent, mais bon, après, même moi, aujourd'hui, pour avoir un stockage là-bas, je ne sais même pas comment faire. Ah bon, ok. Donc, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne communiquent pas, ou bien, en tout cas, je ne sais pas si c'est mis en service ou pas, ou bien c'était juste un coup de pub comme ça. Mais il nous faut Est-ce qu'il est opérationnel, le centre? En fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, est-ce qu'en réalité, il est opérationnel? Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, par exemple, dans notre domaine, nous, on a besoin de ce data center-là. Ça nous permet d'offrir des solutions aux PME tout en gardant toutes les informations sur Dakar. Aujourd'hui, nous avons des solutions, mais quand on les offre à nos clients, les informations ne sont pas sur Dakar. Okay. D'accord? Et en réalité, entre guillemets, oui, c'est un aveu que je fais, c'est que nous n'avons aucun moyen nous-mêmes de contrôler ces données-là. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que c'est une urgence pour l'État sénégalais de mettre en place, en marche ou bien opérationnel ce centre, ce data center-là. Et en plus de ça même, ça permet aujourd'hui aux startups qui sont là, qui proposent des plateformes. Mais ces plateformes qui sont en train de proposer, il y a des données qui sont hébergées. Et moi, je ne peux pas comprendre que des services destinés aux Africains, mais dont les informations sont hébergées dans un autre pays, ça ne me donne pas sens. Voilà, donc moi je pense qu'il faut... Les mêmes données sont utilisées contre nous, en fait. Ah oui, après, les données, maintenant on est en train de dire que voilà, lors du 21e siècle, c'est les données. C'est les données. Voilà, donc il y a une nécessité, une urgence quand même de mettre cela en place. Super, super. Donc revenons à la logistique, parce que dans votre domaine, vous achetez des matériels, vous achetez en fait... des hardware partout dans le monde et que derrière il y a une logistique de déploiement, de livraison de vos clients qui se trouvent dans tous les pays du monde. Ici en Afrique, on a un problème de logistique, tout le monde le sait. C'est plus facile d'importer des produits de France, de l'acheminer au Sénégal, que d'importer un produit au Sénégal, de l'acheminer à Abidjan. Et pourtant, France est plus loin qu'Abidjan. Donc, comment en fait vous gérez ces contraintes logistiques dans votre domaine? En réalité, on n'a même pas de solution. Hein. On essaie juste d'adopter des solutions pour un peu voilà, faire face à cela. Mais quand même, c'est quand même un des points bloquants pour un business intra-communautaire en fait. Aujourd'hui, comme tu dis, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour envoyer un colis en France, de Dakar à Paris, c'est 2 fois ou 3 fois moins cher que d'envoyer un colis de Dakar à Abidjan. Je parle de la voie aérienne en fait, par l'avion, DHL ou tout ce que tu veux. Alors ça c'est un problème. Et bon, c'est parce que tout simplement nous on n'a pas des entreprises de logistique 100% africaines ou sénégalaises. Et pourquoi on ne devrait pas en avoir? D'accord? Ça c'est un des points bloquants. L'autre point c'est que quand même, oui, je pense que si un pays n'est pas industrialisé,
Mais il n'y a pas de, en fait, d'arguments, d'accord, ou bien de raisons pour lesquelles ces sociétés-là vont en fait baisser le coût. Non, parce qu'ils n'ont aucune, disons, aucun volume. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu envoies... La majeure partie de leurs clients se retrouvent en Occident. Voilà, parce que le continent africain est un continent importateur. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, la France et les autres pays importent plus les matières premières, les transforment et nous les renvoient. Donc ça veut dire que le volume est beaucoup plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais pas de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est bloquant aussi. Donc aujourd'hui, le challenge pour nous, Africains, c'est d'arriver à changer la donne. C'est-à-dire qu'on transforme plus nos produits, nos matières premières ici en Afrique pour les envoyer dans d'autres pays. En fait, là, ces entreprises seront contraintes de revoir leur tarification, en fait. Voilà. Okay. Mais côté douane, la douane africaine, genre la douane intercommunautaire, par exemple Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, comment ça marche? Est-ce que c'est régulé, c'est contrôlé? Est-ce que vous avez parfois des couacs avec les douaniers? Bon, écoute, ça, je pense quand même que c'est la chose la plus difficile pour nous, qui essayons un peu d'envoyer nos produits dans d'autres pays. Alors, nous sommes dans une zone communautaire. Okay. En réalité, ça veut dire que les pratiques douanières doivent être pareilles partout. Mais ce n'est pas ce qui se passe en fait. D'accord? Aujourd'hui, quand tu envoies un colis du Sénégal vers la Côte d'Ivoire, tu payes. D'accord? Oui. Par exemple, aujourd'hui, imaginons que tu importes un produit de la Chine vers Dakar. Ça arrive à Dakar, tu le dédouanes. Pour l'envoyer de Dakar à Abidjan, tu dédouanes encore. Et le transport est beaucoup plus cher. C'est grave. Donc ça veut dire que le pourri arriver à Abidjan va coûter soit 2 fois ou 3 fois son prix d'origine. D'accord? Mais ça, c'est pas bon pour le business. Et quand tu arrives au niveau d'Abidjan, tu payes la douane. Bon, moi, je me dis, en fait, c'est simple. On est dans une zone communautaire. Mais pourquoi ne pas mutualiser tout? C'est-à-dire que quand tu payes sur Dakar, tu ne payes pas sur les autres pays pour faire entrer un produit. Oui, tu peux payer d'autres taxes. D'accord? Tu peux payer la TVA, tout ça. Mais moi, je pense quand même que la douane, entre les pays de la zone CEDEAO, ça devrait être zéro. Voilà, ou bien même à des taux réduits. Donc ça aussi, on a quand même des blocages terribles. L'autre blocage au niveau de la douane, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les codes produits. C'est-à-dire quand tu dédouanes, disons, un produit électroménager et un produit alimentaire, ce n'est pas les mêmes taux. Okay. D'accord? Et tu constates des fois le taux au niveau de Dakar peut être un autre taux, peut différer par rapport au taux appliqué au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ça, en fait, au niveau de Mali aussi, tu peux avoir un troisième taux. Chaque pays applique sa propre réglementation, c'est ça? Exactement. Oui, pas... Bon, en fait, je ne vais pas dire sa propre réglementation, mais les taux, en fait, ne sont pas uniformes, en fait. Ok. Alors, soit on les enlève, ou bien soit on les harmonise. Ouais. Voilà, on les harmonise, quoi. D'accord? Donc, du coup, tu payes ici, là, tu es obligé de recalculer pour que tu payes. Donc, ce n'est pas des taux uniformes, en fait. D'accord? Ça aussi, c'est un blocage pour nous, en fait. Voilà. Donc, au finish, tous ces coûts de non-qualité, qui les assume derrière? C'est le client? Ah, bien sûr, c'est le client. Le client va mourir, alors. C'est le client qui paye toujours. Enfin, de toute façon, c'est le client. C'est compliqué. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour mutualiser? Disons, si on vous donnait, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour mutualiser le secteur? Bon, moi je pense quand même qu'il faut voir peut-être soit la réglementation existe, mais qui n'est pas appliquée, ou soit, voilà, moi je pense que si elle n'existe pas, qu'on y travaille et qu'on la fasse appliquer. Je pense qu'il y a le CAF qui va venir. Bon, espérons qu'avec ça, avec cette nouvelle configuration, on va arriver à avoir une... C'est quoi le CAF? C'est le CAF. C'est la zone de libre-échange. Voilà, okay. Donc, Afrique, là. Je n'ai pas le nom en tête. Bon, moi, j'ai un problème pour capter les définitions. D'accord?
Donc, peut-être avec la ZLECAf, ça va changer, d'accord, espérons, parce que ça va permettre de créer une large zone à l'échelle continentale, de pouvoir faire des échanges dans d'autres pays avec des barrières douanières beaucoup plus réduites, en fait. Ok. Donc maintenant, parlons aux ressources humaines. En tant que directeur général, tu es obligé de recruter des ressources humaines. Est-ce que tu as un processus particulier pour dénicher du talent? Et les jeunes avec qui tu travailles, comment tu les trouves? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les formations dispensées et aussi les besoins du marché, selon vous? Alors, je vais commencer à répondre à ta dernière question. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une réelle adéquation entre ce qu'on apprend et ce qu'il y a dans la vie professionnelle. Okay. Déjà, je pense quand même que c'est là où on doit commencer, d'accord, à arriver à avoir cette adéquation-là. Et là, je pense quand même que c'est le travail des professionnels qui doivent aussi revenir enseigner aux étudiants, d'accord? Alors, moi, ce que je fais d'habitude, c'est, voilà, je mise sur la pratique, c'est-à-dire que tu viens en entretien, bon, on fait l'entretien, hein, classique, comme ce que tu fais dans toute société. Mais après, il y a une deuxième phase qui est importante, c'est la phase, en fait, je veux dire pratique, d'accord? On va tester pour voir un peu. Donc, du coup, si on déniche un peu de petits potentiels chez toi, là, on essaie voilà, si ça cadre avec ce que nous cherchons, on te renforce avec une formation pratique, d'accord? Déjà chez nous, parce que nous avons quand même des labs. Bon, si tu es technicien, on t'amène là-bas, on essaie de voir un peu ce que tu as écrit dans ton CV, est-ce que c'est en réalité tu es capable de le faire. Si tu es commercial, on te met un défi, d'accord? On te laisse partir soit en terrain ou bien on te donne un petit défi pour voir un peu ce que tu es capable en fait, d'accord? Voilà, parce que bon, le CV est bon, ça donne un aperçu. Un aperçu. Oui, et le CV, on sait tous qu'on peut le construire comme on peut, mais l'objectif pour nous, c'est de trouver le meilleur talent, d'accord, qui est capable. Et il y a aussi d'autres compétences soft, d'accord, qu'on essaie aussi de voir chez la personne pour voir si c'est la bonne personne ou pas. Tout à l'heure, tu me disais en off que la moyenne d'âge dans ton équipe est de 25 ans. Donc, j'imagine que tu portes un grand intérêt à la jeunesse africaine. Ça a été comment ton expérience avec les jeunes? Bon, et pourquoi en fait cette culture de jeunesse chez vous? Bon, avec les jeunes quand même c'est toujours terrible, mais ça va, je me plais bien. Alors, pourquoi c'est toujours terrible? Bon, c'est toujours parce qu'en fait, tu sais, moi je suis jeune déjà, d'accord? Bon, peut-être c'est ce qui m'a permis quand même de pouvoir les gérer, mais c'est pas du tout évident, d'accord? J'en fais les frais, mais quand même je pense qu'ils ont tout le potentiel en fait. D'accord. Moi, je pense qu'il faut juste arriver à les canaliser, à les orienter vers la bonne direction. Parce que, bon, en fait, quand ils viennent en entreprise, ils pensent tout maîtriser. D'accord? Alors que ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Et ils sont beaucoup plus... bon, on parle maintenant de la génération, je pense, Y ou Z, Z. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus connectés, tu vois, un peu. Alors que des fois, tu as besoin des personnes qui sont focus sur le terrain, d'accord? Ils ne sont pas focus sur le terrain, donc ils sont beaucoup plus... bon, écoute, voilà, moi, je ne suis pas technicien, je suis un technicien VIP, donc il faut les avoir sur le terrain. Donc, du coup, en termes de compétences, quand même, ils apprennent très vite. Très vite. Ils te dépassent en un laps de temps. Mais après, canaliser toute cette connaissance-là pour en faire quelque chose disons, de valorisant pour l'entreprise, c'est là où se trouve le défi. Maintenant, après, il y a quand même je pense, je ne vais pas appeler ça troubles comportementaux, mais je pense quand même qu'il y a du travail à se faire, sur ce c'est la fougue de la jeunesse, comme on dit, quoi. Voilà. Alors, chez nous, quand même, on a misé sur la jeunesse parce que la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Donc, c'est un risque, ce n'est pas risqué. Mais je pense quand même que, voilà, on y arrive. Ça va très bien. Donc, étant quelqu'un qui a fait une formation ici au Sénégal, qui a créé son entreprise et qui travaille au Sénégal, est-ce que tu envisages de créer un centre de formation où tu allies la théorie et la pratique? Alors, on l'a déjà fait d'ailleurs. Ok, d'accord. Parle-moi davantage. Voilà, on va le lancer en réalité, c'est même prévu la semaine prochaine. Ah, super.
Super. Alors, c'est un centre de démo et nous, on l'appelle User Experience, d'accord, de formation et de démo, en fait. De démo, pourquoi? Parce que déjà, ça permet à nos clients de venir visiter, tester, utiliser les produits. D'accord? Mais de training pour les étudiants et aussi les étudiants dans le domaine IT, informatique, et aussi les professionnels dans le domaine IT aussi. Hein, d'accord? Donc, l'objectif, c'est quand même de permettre à ces jeunes-là de pouvoir se familiariser à la pratique, en fait. Parce que quand ils sortent de l'école, ils sont beaucoup plus théoriques que pratiques, en fait. Donc, du coup, nous, on leur met en place un environnement où ils pourront utiliser, se former, se certifier aussi sur les produits que nous faisons. Ça permet aussi aux professionnels aussi de venir se ressourcer en termes de connaissances, en termes de technologie, pour pouvoir quand même suivre la technologie. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire pour ce centre de démo. Non, c'est très important. Voilà. Et nous, après, si on peut aider, n'hésite pas, on pourra passer l'information. Bien sûr. Voir le truc, on est là pour ça, c'est très important. Donc ici, au niveau du cercle, on a aussi l'habitude de faire une rétro-inspection. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent Maktar, il est compétent, il est exceptionnel, mais en réalité, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Donc, parfois, j'aime bien en fait montrer qu'on a tous eu des échecs et que le chemin n'a pas été facile. Donc, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie et comment cet échec, en fait, t'a façonné en quelque sorte? Bon, moi, je pense que ma vie entrepreneuriale, c'est un ensemble d'échecs. Hein. Tous les jours, il y a des échecs. Mais bon, ce sont des échecs quand même qui nous permettent d'apprendre, de grandir, de mieux se former et de faire les choses autrement. Alors, en termes d'échecs, quand même, je pense que j'ai échoué avec ma première équipe. D'accord? Parce que quand je suis venu, j'ai essayé quand même, c'est même d'ailleurs, hein, c'était une équipe de jeunes que j'avais pris. Mais même moi, déjà, moi en tant que jeune, j'avais besoin de travailler sur moi. Donc, du coup, je n'étais pas préparé, pas du tout. J'ai pris des jeunes aussi, en fait. Donc, du coup, je n'arrivais pas à en faire une équipe dont je rêvais, en fait. Bon, parce que moi, je suis tout le temps... Toi-même, voilà. Tu n'étais pas prête, en fait. Oui, exactement. Donc, du coup, ça a capoté, en fait. Ça a capoté. Après, bon, j'étais obligé de reprendre une nouvelle équipe. Voilà. Donc, je pense que c'est là où, quand même, j'ai beaucoup compris. Mais cette équipe-là, je misais beaucoup sur elle. Mais bon, après, voilà, je pense quand même que j'ai mal abordé la chose avec elle, en fait. Ok, voilà. C'est super, super. C'est vrai que parfois... Étant un leader, les gens pensent qu'on est arrivé en fait à bout de notre potentiel, alors que ce n'est pas le cas. On est en train d'apprendre en même temps, et en même temps, on doit aider les autres à apprendre. Donc, c'est important de trouver le juste équilibre en quelque sorte. Mais en fait, en réalité, c'est même ça la mission d'un leader. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là en tant que leader, tu as beaucoup de personnes derrière toi, mais l'objectif pour toi, c'est de les amener à monter en compétences, disons au même niveau que toi, ou même peut-être dépasser. Donc, du coup, voilà, donc, il faut être patient, il faut être généreux surtout. C'est important. D'accord? Et puis, voilà, les échecs sont là, il faut les partager avec eux. C'est super. Il ne faut pas subir tous les échecs. Toi-même, en tant que leader, il faut leur partager ça. Il faut leur partager le bonheur. Il faut leur partager l'échec avec eux. Voilà, ça leur permet aussi de grandir. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on ne te la pose pas assez? Bon, une question, waouh. Oui, est-ce que tu es satisfait? Satisfaite de quoi? Disons de ma réussite, mais de mon niveau aujourd'hui. Est-ce que tu es satisfait de ton niveau? Bon, je dirais pas du tout en fait. Pas du tout, parce que moi aujourd'hui je suis... moi je fais pas les choses... en fait, je n'ai pas des objectifs personnels en fait, en réalité. Moi j'ai des objectifs à l'échelle nationale. Donc, on reprend. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne te la pose pas assez? Oui, la question c'est est-ce que je suis satisfait
oui, de tout ce que j'ai accompli jusque-là, en fait. Je pense que c'est la question qu'on me pose jamais. Okay. Tu dis ça parce que tu sens un besoin d'accomplissement ou de validation ou parce que tu as d'autres rêves beaucoup plus ambitieux? Comment tu peux interpréter en fait cette question? Oui, aujourd'hui, le projet que je suis en train de développer, c'est Silam Technology Group. Aujourd'hui, c'est, oui, même si ça contribue aujourd'hui à l'économie du Sénégal, mais c'est toujours pour moi à l'échelle individuelle, même si j'ai des collaborateurs, on est sur d'autres pays. Et moi, je pense qu'il faut arriver quand même à avoir une présence nationale beaucoup plus reconnue et surtout aussi à faire ce qu'on appelle du RSE, c'est-à-dire de... responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, et puis moi, j'ai quand même une ambition, c'est-à-dire d'aider les jeunes à se former, à entreprendre aussi. Ça, je pense que ça fait partie de l'une de mes ambitions. En fait. Okay. Voilà. Donc, tu n'es pas insatisfait parce que tu as d'autres ambitions, c'est ça? Oui, j'ai d'autres ambitions. C'est normal. C'est normal. Donc, quelles sont les leçons ou les principes que ton père t'a appris et qui t'ont vraiment servi dans la vie, quoi? Bon, l'honnêteté. Oui. D'accord. Comment tu définis l'honnêteté? Pour moi, c'est deux choses en fait. Parce que pour moi, l'homme, c'est deux choses. Ce que tu dis et ce que tu fais. Okay. La parole et l'action. Pour moi, l'honnêteté, c'est quand la parole est égale à l'action. Pour moi, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est ce que, disons, que mon père m'a plus appris. Et je suis même surpris pourquoi tu te limites au papa, alors qu'il y a les mamans aussi qui apprennent beaucoup de choses. Disons vos parents, quoi. Oui, moi, c'est ce que j'ai appris quand même, principalement venant de mon père. Mais j'ai beaucoup appris venant de ma mère. D'accord? Ma mère, c'est quoi? C'est la foi, déjà. D'accord? Parce que, bon, quand j'ai démissionné pour revenir travailler dans l'entreprise, voilà, il m'a dit, mais écoute, pourquoi tu démissionnes, machin, un truc comme ça, voilà, il faut rester là-bas, c'est beaucoup plus... oui. Mais après, en fin de compte, il m'a dit, mais écoute, lance-toi et il faut toujours avoir foi en toi. À Dieu, je veux dire, d'accord? Et ça, quand même, c'est une des valeurs qu'elle m'a inculquées. Et d'autres valeurs aussi, c'est la persévérance, d'accord? La persévérance, être toujours clean, c'est l'honnêteté, d'accord? Moi, je pense que ce sont ces trois valeurs-là quand même qui m'ont beaucoup aidé. L'honnêteté, la foi, la persévérance. C'est important, super. Et que considères-tu comme le plus grand accomplissement de ta vie, pour l'instant? Je sais que tu as un long chemin à parcourir. Mais... Ouais. Je pense que c'est le centre de démon. Le centre de démon que tu vas ouvrir bientôt. Ça, franchement, je suis très, très, très motivé, très inspiré par ce geste. C'est très important. Est-ce que... De quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Oui, je suis très reconnaissant envers mes collaborateurs quand même. Okay. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que, oui, peut-être le laurier ou bien les réussites, c'est nous qui les récoltons. Mais en réalité, c'est un travail d'équipe. D'accord? C'est d'autres personnes qui sont là, qui sont dans l'ombre, comme on les appelle, qui travaillent d'arrache-pied pour quand même qu'ensemble, vous arrivez à avoir voilà, des résultats. Donc, je pense que je suis très reconnaissant envers mes collaborateurs. Et voilà, je pense quand même que... Ouais. C'est super. Quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? Du genre, où vous voyez en fait l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Quelle est la vision que vous avez de Silam Tech Group dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous avez une vision, un plan particulier, une destination pour l'entreprise? Déjà dans le court terme, je pense qu'il faut déjà consolider notre présence au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train en réalité d'ouvrir les locaux là-bas. D'accord? Et puis dans le long terme, c'est d'arriver quand même à avoir une présence dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest francophones. Et moi, je pense quand même que d'ici dans le long terme aussi, je pense que Silam
fera partie des premières sociétés, d'accord, dans nos domaines d'activité, et aussi l'une des premières sociétés qui investit le plus dans le RSE. J'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Imaginons, vous avez réalisé tous vos rêves, vous avez exécuté tout. Quelle influence aimeriez-vous laisser? Alors, positif, hein? Je suis d'accord, positif. Ouais. On parle d'influence positive. Oui, mais en fait, pour moi, c'est beaucoup plus permettre aussi à nos jeunes qui vont venir derrière nous de pouvoir bénéficier de nos compétences, de nos savoirs, pour quand même eux aussi puissent mettre la barre plus haute. Moi, je pense que c'est ça. Et surtout aussi, je veux dire, en fait, le travail est bien fait. Parce qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas que nos jeunes arrivent trouvant aujourd'hui une situation catastrophique. D'accord. Donc, j'exhorte à tous les entrepreneurs qui sont là, à même titre que moi-même, en commençant par moi-même, c'est-à-dire déjà de travailler dans l'excellence, en fait. D'accord, à atteindre l'excellence, ce qui permettra à nos jeunes, quand ils vont venir, de trouver une situation, là-bas très haute, et aussi qu'ils puissent redoubler d'efforts pour mettre la barre. C'est important, c'est important. L'excellence. L'excellence opérationnelle, quoi. Comment tu définis la réussite? Alors, une question très difficile quand même. Moi, en fait, la réussite, oui, de toute façon, pour moi, ce n'est pas monétaire, hein, c'est-à-dire que ce que tu vas avoir. Moi, je pense que la réussite, quand même, c'est une question très difficile. Moi, je pense que c'est la situation que tu as laissée, d'accord, quand tu vas rendre le tablier, en fait. C'est-à-dire que là où tu l'as pris, et là où tu l'as amené, est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif? D'accord? Parce qu'on peut réussir en faisant des trucs négatifs, hein, c'est-à-dire que tu réussis, tu vas, mais la situation est catastrophique. Mais je voudrais en fait que la situation qu'on va laisser ici soit positive et que ça puisse bénéficier au plus grand nombre, en fait. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on réussit, on va créer des sociétés qui vont permettre aux jeunes de travailler. Si on réussit, on a les poches pleines aussi, on veut redistribuer cet argent-là avec nos populations, soit dans la formation, soit dans tout ce qui est contribution à, disons, à la montée en compétences, contribuer aussi à tout ce qui est l'entrepreneuriat, à ces genres de choses en fait. Pour moi, c'est ça la réussite en fait, et pas ce que tu détiens en termes de richesse en fait. Non, je comprends. En tout cas, Martar, je suis honoré, je suis très content de t'avoir reçu sur le podcast. Moi et toute mon équipe, on est là pour vous. Si on peut aider, si on peut être utile, n'hésitez pas. Le cercle, c'est juste un outil qu'on a mis en place pour inspirer, pour aider les jeunes. Et j'espère que ceux qui nous écoutent ont appris de tout ce qui s'est dit durant cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier mot ou bien un message que vous pouvez passer, que vous voulez faire passer? Alors, c'est un message à l'endroit des jeunes. Moi, je pense que il ne faut pas se décourager déjà, c'est ce que je veux dire. Et en fait, ce qui est quand même génial chez nous en Afrique, c'est qu'il y a tout à faire. D'accord? Donc je pense qu'il faut qu'on s'arme de persévérance, qu'on s'arme de connaissances surtout, et qu'on soit honnête dans tout ce que nous faisons. Armé de ces trois choses-là, je pense qu'on peut atteindre tous les résultats qu'on va atteindre. N'attendons pas l'État, d'accord? Commençons à faire les choses comme il se doit. Et je pense que ça viendra avec. C'est important. Voilà. Bon, notre communauté, parfois, ils ont l'habitude de contacter nos invités. Quel est le meilleur moyen de vous contacter sur les réseaux sociaux ou comment ça se passe d'habitude? Alors, je suis sur LinkedIn. D'accord. Ok. On va mettre le lien dans les show notes. Voilà. Donc LinkedIn, c'est l'endroit préféré, quoi. Oui, c'est l'endroit préféré. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était avec Martar Sy, CEO de Slantech Group. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. You already know, it's your boy Habib.
À la prochaine et en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.